Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors c'est dimanche, donc ce soir c'est WWE TLC. D'ailleurs j'ai posté mes pronos vendredi soir, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui on va se lancer dans un nouveau format dont je vous ai parlé en fait dans plusieurs vidéos. C'est un format où je vais faire des flashbacks sur l'histoire du catch et m'intéresser en fait à des périodes très précises et à des événements très précis. Donc j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Il va y avoir des flashbacks notamment sur la NWO et aussi sur le Montréal Screwjob. Mais aujourd'hui on va commencer avec une des affaires dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. C'est le meurtre de Bruiser Brody. En fait c'est tout simplement un des plus grands scandales de l'histoire du catch, et en plus ça reste plus ou moins un mystère parce qu'on n'a jamais connu vraiment les raisons de ce meurtre, et en plus à côté de ça le meurtrier n'a pas vraiment été puni comme vous le verrez à la fin de la vidéo. Donc dans cette vidéo je vais rapidement vous expliquer qui était Bruiser Brody, comment et où est arrivé ce meurtre, qui était le meurtrier et quelles ont été les suites de l'affaire. Donc on va commencer avec qui est Bruiser Brody. En fait Brody est une des plus grandes légendes américaines du catch à cause de son style innovateur pour l'époque. Donc Brody luttait principalement dans les années 70 et 80 et en fait il était sous contrat avec aucune fédération, sachant qu'à cette époque c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas juste la WWF, il y avait des dizaines de petites fédérations et de territoires en fait. Du coup les catcheurs de l'époque ne passaient jamais beaucoup de temps dans un territoire, ils voyageaient en fait d'état en état et même de pays en pays. Et à cette période t'avais des attractions spéciales, des personnes qui restaient très peu de temps dans chaque fédération et qui amenaient pas mal de monde à cause de leur style innovateur. Et Bruiser Brody était justement une de ces attractions spéciales à cause de son style bagarreur. En fait ça a été un des premiers gros brawlers de l'histoire du catch, donc ça veut dire une de ces personnes qui se bat tout le temps, qui est assez violente dans le ring, qui va même être violent avec les fans parfois et qui va vraiment tout faire pour les plonger dans le spectacle. Du coup les gens étaient plongés dans ces combats et c'était devenu une superstar à l'époque. Il y avait deux catcheurs qui étaient très connus pour ce style en fait bagarreur brawler et qui ont été des innovateurs pour des dizaines de catcheurs qui sont venus par la suite. Donc c'est Bruiser Brody d'un côté et Stan Hansen de l'autre. Et il faut savoir d'ailleurs que ces deux catcheurs luttaient par équipe au Japon et c'était des superstars parce que forcément les japonais aimaient beaucoup ce style bagarreur. Il faut savoir qu'à cette époque c'était assez rare en fait d'être aussi violent dans le ring ou alors de pousser et d'agresser les fans, et le catch hardcore par exemple ça n'existait même pas en fait en mainstream, et justement ça a été ces deux catcheurs qui ont amené plus ou moins ce style petit à petit aux yeux du grand public. Et donc Brody était connu parce qu'il était une attraction spéciale et une des plus grosses stars des années 70 et 80, mais à côté de ça il était également connu à cause de certains mauvais côtés qu'il avait, notamment deux défauts selon ses collègues. D'abord le premier défaut c'est qu'il refusait de jobber en fait par rapport à certains lutteurs qu'il jugeait plus faibles que lui. Du coup parfois en fait on lui présentait les plans pour le match et tout simplement il refusait et il quittait le show, ou alors durant le match il décidait de changer le finish et il prévenait l'arbitre et son adversaire dans le ring. Et au final comme c'était un lutteur assez imposant tu ne pouvais pas faire grand chose face à lui. Du coup forcément en fait certains catcheurs ne l'appréciaient pas. Et à côté de ça son second défaut apparemment c'est qu'il ne s'entendait pas avec beaucoup de bookers et de promoteurs parce qu'il se plaignait souvent au niveau de sa paye, il trouvait souvent qu'il était sous-payé par rapport à ce que récoltait l'organisateur. Du coup en fait comme il n'était pas sous contrat il n'hésitait pas à faire du chantage avec les promoteurs. Parfois quand il était annoncé à un show et qu'il trouvait que sa paye n'était pas suffisante, il menaçait de ne pas se rendre au show et du coup forcément en fait ça aurait pu créer des problèmes pour les organisateurs car le public peut se plaindre à ce moment là de l'absence d'un catcheur qui était annoncé. Donc Brody avait une relation tendue avec plusieurs catcheurs et plusieurs organisateurs, mais malgré ça en fait les gens ne pouvaient pas refuser de travailler avec lui parce qu'il faisait beaucoup d'argent et que c'était vraiment une attraction particulière. Et donc une des fédérations où il a lutté plusieurs fois durant sa carrière, c'est la WWC, la World Wrestling Council. Donc pour information c'est la fédération principale de Puerto Rico et en fait elle a été créée par Carlos Colon, Victor Jovica et Gorilla Monsoon. Pour info, Carlos Colon est le père de Carlito et de Epico qui est actuellement à la WWE. Et donc cette fédération invite souvent des catcheurs américains dont Bruiser Brody à l'époque. Et donc maintenant je vais vous expliquer la soirée du drame. Donc Brody était booké à la WWC et en fait là je vais vous traduire des témoignages de deux catcheurs qui étaient présents avec lui ce soir-là. Donc d'abord Tony Atlas qui est également un ex-catcheur de la WWE et ensuite Dutch Mantel que vous connaissez sous le nom de Zeb Colter. Ces deux catcheurs étaient également bookés à la WWC ce soir-là, du coup ils ont accompagné Bruiser Brody toute la soirée. Et donc nous sommes le 16 juillet 1988 à Bayamon au Puerto Rico, et donc Tony Atlas, Zeb Colter et Bruiser Brody arrivent à l'arène. Et d'ailleurs dès qu'ils arrivent, ils croisent l'un des patrons, donc Carlos Colon, qui était justement en présence du meurtrier. Donc pour info, le meurtrier était également un lutteur qui luttait ce soir-là, il s'appelle José Gonzalez et son nom de scène c'est Invader One. Zeb Colter dit d'ailleurs que dès son arrivée, il sentait clairement qu'il y avait de la tension, mais il ne savait pas pourquoi. Du coup à ce moment-là, lui il allait faire un tour et les autres lutteurs sont allés dans les vestiaires. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dans les années 80 et à cette époque il faut savoir que dans plusieurs fédérations il y avait des vestiaires séparés pour les gentils et les méchants. Donc t'avais le vestiaire Babyface et le vestiaire Heel. Et du coup comme les catcheurs ne pouvaient pas se voir dans les vestiaires avant le début du show, d'habitude ils se retrouvaient dans un endroit commun, par exemple les douches, pour justement préparer leur match. Et donc Tony Atlas et Bruiser Brody sont allés s'installer dans les vestiaires et à ce moment là Tony Atlas est en train de dessiner parce que c'est un de ses hobbies et il se trouve que Bruiser Brody a vu ça et il lui a demandé s'il pouvait faire
un dessin de la photo de son fils. Tony Atlas a évidemment répondu que oui, du coup Brody est allé chercher son sac pour prendre une photo de son fils, et à ce moment-là en fait José González, donc Invader One, est venu voir Bruiser Brody pour lui demander de discuter avec lui dans les douches. Détail important, Tony Atlas précise qu'à ce moment-là, González avait une serviette autour de la main. Après au final ça arrivait à beaucoup de catcheurs de se balader avec une serviette en main, donc au final ça ne lui a pas paru bizarre. Du coup Brody et González se sont éloignés vers les douches pendant que Atlas est resté en coulisses. Et à ce moment-là en fait Atlas décrit la situation. Il dit qu'il a commencé à entendre des cris et des bousculades, et d'un coup Atlas raconte qu'il a entendu un très gros cri puis un second. Du coup il est allé vers les douches pour voir ce qui se passait et pour séparer la bagarre, car il pensait en fait que Brody venait de se prendre des coups de poing. Et quand il arrive en fait il voit Bruiser Brody qui est en train de se tenir le ventre et José González qui avait un couteau en main qui était plein de sang. Du coup à ce moment-là c'est Atlas qui est intervenu et qui a essayé d'éloigner Bruiser Brody avec l'aide de Savio Vega qui était également présent ce soir-là. Brody n'a tout simplement pas pu se défendre parce qu'il n'était pas prêt à se faire attaquer en fait, il ne s'attendait pas du tout à une attaque de la part de González, du coup il avait baissé sa garde et justement González en a profité. Pour vous dire à quel point Brody ne s'y attendait pas, il avait encore son sac en main et apparemment il avait même la photo de son fils dans l'autre main, la photo justement qu'il voulait donner à Tony Atlas pour qu'il fasse le dessin. Il faut savoir que tout ça est arrivé avant le show, du coup les autres catcheurs étaient toujours en train de se préparer. Et Tony Atlas raconte que du coup ils ont allongé Brody au sol et qu'apparemment les autres catcheurs n'en avaient rien à faire, ils continuaient à se préparer comme si de rien n'était. Et à ce moment-là malheureusement en fait c'est l'ambulance qui a beaucoup trop tardé, parce que comme on était juste avant le début du show, il y avait forcément beaucoup de monde autour de l'arène et beaucoup de trafic. Du coup l'ambulance n'arrivait pas à passer et elle aurait mis près de 45 minutes avant de réussir à arriver près de Brody. À ce moment-là les ambulanciers ont demandé de l'aide aux catcheurs pour emmener Brody jusqu'à l'ambulance, mais personne en coulisses ne souhaitait intervenir ou aider Brody. Du coup à ce moment-là en fait c'est Tony Atlas qui a soulevé Brody, qui l'a mis dans l'ambulance et qui est allé avec lui jusqu'à l'hôpital. Pendant ce temps il faut savoir que le patron de la fédération justement Carlos Colón était aussi arrivé sur le lieu et quand il a vu la scène il a directement attaqué González et il l'a poussé contre le mur et il lui a dit non arrête. Mais malheureusement en fait c'était trop tard, il était arrivé après l'agression. Et d'ailleurs d'après les témoins, la manière dont parlait Carlos Colón laissait penser qu'il était au courant que González allait attaquer Bruiser Brody ce soir-là. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo d'ailleurs, quand les trois lutteurs étaient arrivés, ils avaient vu Carlos Colón et González discuter ensemble. Au final Tony Atlas est arrivé à l'hôpital avec Bruiser Brody et là donc les médecins se sont occupés de Brody, mais par contre ils ont demandé à Atlas de retourner à l'arène parce que d'abord il y avait le show et deuxièmement son comportement faisait peur aux médecins sur place. Donc Atlas qui pensait que Brody était entre de bonnes mains est retourné à l'arène. Il faut savoir que là je vous résume les faits en ayant lu plein d'interviews et donc dans certains articles en fait j'ai trouvé certaines infos que je vais vous donner, mais honnêtement j'ai pas pu les vérifier parce que je veux dire on parle d'une affaire qui a eu lieu il y a 30 ans et c'est quasiment impossible de trouver des documents officiels par rapport à l'affaire. Mais en gros certains journalistes qui ont eu accès aux documents officiels disent qu'apparemment les médecins n'ont pas tout fait pour sauver Bruiser Brody. Et en fait d'après ces journalistes ce n'est pas vraiment la faute des médecins mais ce serait plutôt la faute de la police, car apparemment d'après un journaliste il y avait 4 médecins qui devaient s'occuper de Bruiser Brody et l'opérer en urgence. Un médecin principal qui était d'origine américaine et 3 assistants. Mais apparemment lors de l'opération la police est intervenue et ils ont demandé au médecin principal de quitter la salle d'opération. Donc encore une fois tout ça rajoute un côté mystérieux en fait à l'affaire, dans le sens où on ne comprend pas pourquoi est-ce que la police voulait la mort de Bruiser Brody. Est-ce que c'était tout simplement parce qu'il était considéré comme un grand méchant américain? C'est possible. Et donc malheureusement une fois que Atlas est retourné à l'arène, on l'a informé que Bruiser Brody est mort ce soir-là d'une hémorragie interne. Brody avait 42 ans et il était encore au summum de sa carrière. Du coup à ce moment-là, le soir même, des policiers sont venus en coulisses pour poser des questions aux catcheurs et donc ils sont venus demander à Tony Atlas s'il avait vu quel fan avait attaqué Bruiser Brody. Et à ce moment-là en fait Atlas n'a pas compris, du coup il a regardé le policier et il a pointé du doigt José González et il a dit c'était pas un fan, c'était lui. Et Atlas lui a expliqué la situation et Dutch Mantel en a fait de même. Du coup à ce moment-là la police les a prévenus qu'il y aura un procès et que les deux vont être convoqués justement pour témoigner lors de ce procès. Mais il faut savoir que Puerto Rico apparemment c'est particulier et je veux dire la justice n'est pas toujours présente, il y a beaucoup de corruption et du coup le lendemain de l'incident en fait Tony Atlas a quitté Puerto Rico en urgence parce que c'est Savio Vega qui l'a averti. Il lui a dit écoute rentre en Amérique parce que tu commences à être en danger ici, ta vie est en danger parce que tu as balancé José González et ici en fait ça ne se fait pas. Du coup il y a des personnes qui t'en veulent donc va directement à l'hôtel, prends tes affaires puis va à l'aéroport et prends le premier vol retour aux États-Unis. Donc Tony Atlas est rentré en urgence chez lui et il faut savoir que suite à l'incident pendant plusieurs mois voire plusieurs années, beaucoup de catcheurs américains ont refusé de retourner à Puerto Rico pour la WWC par hommage et par respect envers Bruiser Brody. Mais donc maintenant il reste deux questions. D'abord quelles étaient les raisons de l'attaque de González sur Bruiser Brody? Pourquoi est-ce qu'il l'a agressé d'une manière aussi violente? Et à côté de ça la seconde question, qu'est-ce qu'il est arrivé justement à González suite à l'affaire? Donc on va commencer par les raisons potentielles de l'attaque. Honnêtement jusqu'à aujourd'hui on ne sait toujours pas vraiment pourquoi est-ce que González a attaqué Brody, mais je vais vous donner les différentes explications qui ont été données à l'époque. Donc d'abord nous avons un catcheur de l'époque, Bobby Eggers, qui dit que l'attaque en fait était suite à un problème avec les organisateurs
et un problème de paye. Apparemment, comme souvent, Brody s'était plaint par rapport à sa paye du soir et il aurait potentiellement refusé de perdre contre plusieurs adversaires. Du coup, ça aurait énervé les organisateurs qui ont envoyé Gonzalez pour attaquer Brody. Mais ce n'est pas la seule explication possible, il y en a deux autres. Et donc la deuxième, c'est Dutch Mantel et Dave Meltzer qui en parlent. Selon eux, en fait, tout ça est arrivé suite à un incident qui a eu lieu en 1976, donc 12 ans avant le meurtre de Brody. Apparemment, à cette époque, en 1976, Bruiser Brody et José Gonzalez travaillaient tous les deux pour la WWF, l'ancêtre de la WWE actuelle, qui était à l'époque dirigée par le père de Vince McMahon Senior. Et il se trouve que lors d'un show au Nassau Coliseum, Brody et Gonzalez s'affrontaient, et apparemment Brody aurait été ultra stiff lors de ce match. Il se serait acharné de manière assez violente contre Gonzalez, qui n'a jamais oublié cet incident et qui souhaitait toujours se venger. Du coup, il s'est vengé 12 ans plus tard quand il a croisé à nouveau Bruiser Brody à Puerto Rico. Et la dernière explication qui a été donnée cette fois-ci par Ric Flair, c'est que tout simplement José Gonzalez était devenu fou parce qu'apparemment sa fille de 2 ans était décédée 2 jours auparavant dans sa piscine. La fille de Gonzalez s'était donc noyée 2 jours avant le show et apparemment ça lui aurait fait péter un câble selon Ric Flair. Mais la légende Harley Race a également donné son avis et selon lui ce serait bien à cause du comportement de Bruiser Brody qui ne s'entendait pas avec les organisateurs et qui avait sûrement été stiff avec Gonzalez il y a quelques années. Harley Race dit que Brody pouvait être méchant avec des catcheurs qu'il jugeait plus faibles que lui et apparemment il avait déjà averti plusieurs fois Brody de faire attention. Il lui avait dit que s'il était comme ça quand il irait à Puerto Rico, il n'en reviendrait pas vivant. Et donc maintenant la grande question, qu'est-il arrivé à José Gonzalez suite à ce meurtre? Alors d'abord il faut savoir que le procès a bien eu lieu, mais comme je vous l'ai dit en fait il y a des problèmes au niveau de la justice portoricaine. D'abord selon plusieurs sources, la communauté du catch de Puerto Rico a fait pression sur les autorités locales afin d'étouffer l'affaire. Mais surtout ce qui fait penser que clairement il y avait un problème au niveau de la justice et potentiellement de la corruption, c'est que les personnes qui devaient témoigner comme Dutch Mantel et Tony Atlas ont reçu leur convocation pour témoigner une fois que le procès était terminé. En gros en fait ils ont reçu leur convocation pour témoigner au procès beaucoup trop tard et quand ils se sont informés sur la situation, ils ont clairement compris que ces courriers ont été envoyés exprès en retard pour éviter que Dutch Mantel et Tony Atlas ne soient présents lors du procès et éviter qu'ils donnent leur version des faits et donc la vérité. À côté de ça, personne n'a souhaité témoigner contre José Gonzalez et donc on soupçonne qu'il y a eu de la pression en fait contre les témoins pour qu'ils ne viennent pas témoigner. Du coup au final Gonzalez a plaidé la légitime défense, il a dit en fait qu'il s'est fait attaquer par le grand méchant américain et tout ce qu'il pouvait faire à ce moment là c'était de se défendre avec un couteau et il a été acquitté au final par le jury. Du coup José Gonzalez n'a tout simplement rien eu suite à ce meurtre, il a tué Bruiser Brody avec un couteau, il y avait des témoins sur place, plusieurs personnes ont vu la scène et je veux dire il ne nie même pas le meurtre en fait, il dit que c'est vrai, par contre tout ce qu'il dit lui c'est que c'est de la légitime défense, ce qui est clairement faux quand tu entends les témoignages des différents catcheurs. Mais au final comme je vous l'ai dit, comme on était à Puerto Rico et qu'il y avait clairement en fait de la pression sur les autorités, ils ont décidé d'acquitter José Gonzalez qui a été libéré tout de suite par la suite et qui a continué de catcher toute sa vie jusqu'en 2006. Donc le type n'a même pas eu de soucis par la suite pour se faire booker et apparemment c'était même devenu une sorte de héros local parce que c'était le petit portoricain qui avait réussi à tuer le grand méchant américain qui voulait l'agresser. Alors qu'au final on est très loin de la vérité. Donc il faut savoir que Bruiser Brody n'a jamais été oublié en fait dans l'histoire du catch et que la plupart des catcheurs qui souhaitent avoir ce style un petit peu bagarreur violent s'inspirent de Brody. D'ailleurs je pourrais citer des catcheurs comme Bray Wyatt, Luke Harper, mais honnêtement il y en a des dizaines qui s'inspirent encore aujourd'hui de ce style qui a été lancé à la base par Bruiser Brody et Stan Hansen. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de l'histoire du catch où je fais un flashback sur un événement très important qui a marqué l'histoire du catch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà d'autres épisodes prévus notamment sur la NWO, mais aussi sur le Montreal Screwjob, et d'ailleurs n'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que je revienne. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, donc ce soir c'est TLC, j'ai posté mes pronostics vendredi soir, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en haut de l'écran et comme d'habitude dans la description. Et comme d'habitude durant les pay-per-view WWE, moi je serai sur Twitter ce soir pour tweeter mes réactions, donc n'hésitez pas à me rejoindre @lecatchclub. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de TLC. Ciao tout le monde!